Bienvenue sur la chaîne du Trac à Livre. Bonjour, coucou, je sais pas, j'ai été coupé, donc je vous fais un petit coucou de chez moi, parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de direct avec vous et que j'aime bien pouvoir échanger avec vous, ça nous permet aussi de nous retrouver un petit peu, et de faire le point un peu sur les bilans des lectures. Et là, les dernières c'est mitigé. Voilà. La première semaine, où j'ai pas parlé avec vous, j'ai lu ces deux romans-là, November Road et Chambre 2. Alors, November Road, c'est de Lou Bernet, aux éditions HarperCollins. Et 1002, Chambre 1002 de Christine Brouillet, qui m'a été envoyée par l'éditeur, que je remercie d'ailleurs, qui sont deux romans complètement différents l'un de l'autre. Hein. C'est vraiment très, très différent. Là, on est plus sur. Alors, attendez, pas de bêtises. Là, on est sur du road movie. Mais c'est intéressant et c'est sympa. C'est sympa. Allez. C'est un espèce de thriller road movie qui est pas, voilà, qui est intéressant. Mais c'est pas la révolution non plus quand même. On m'en a parlé, on m'a dit oui, tiens, j'aimerais avoir votre avis. Ok, dans tact. Donc, si j'avais pas trop quoi me mettre, je sais pas. En ce moment, les polars que je vois en durée, je sais pas, ils me parlent pas trop. Donc, j'ai trouvé d'autres choses. Et donc, j'ai lu celui-là. Donc, suite sur une route perdue de l'Ouest américain, un homme roule, tombeau ouvert. Cet homme, c'est Frank Guidry. À ses trousses, un tueur à gages mandaté par le mafieux Carlos Marcello, qui veut se débarrasser d'un témoin indésirable dans les crimes du siècle, l'assassinat de JFK. Guidry sait que la première règle quand on est en cavale est de ne pas s'arrêter, que la seconde est de ne compter que sur soi-même. Pourtant, lorsqu'il aperçoit au bord de la route une femme, une voiture en panne, deux petites filles et un chien sur la banquette arrière, il y voit une proie facile et la couverture qui lui permettra de leurrer l'homme qui le traque. Alors Guidry prend le risque, il s'arrête. Bien entendu, cette femme n'est pas une simple femme. C'est aussi une femme qui est dans une province américaine, pas forcément super géniale, qui se rend compte qu'elle aime beaucoup ses enfants, mais que sa vie l'ennuie profondément, que son homme passe beaucoup de temps à picoler, il n'est pas méchamment, mais enfin bon, le problème c'est qu'il n'a pas d'avenir, elle n'en a pas non plus, et elle veut un avenir pour ses enfants et pour elle-même. En même temps, le pays est secoué justement par l'assassinat de JFK, donc il y a tout un tas de choses qui se dégagent de ça, parce que forcément, il y a des gens qui se lâchent, ceux qui ne l'aimaient pas, ceux qui l'aimaient. Et elle se dit, ouais, mais ça va pas le faire. Donc, elle prend une décision, un petit peu sur un coup de tête. Elle dit, non, je veux pas cette vie-là. Elle prend ses mômes sous le bras, clébard, et claque la porte. Et elle prend la route pour aller voir une lointaine connaissance de famille qu'elle a un peu plus loin en disant, ça va le faire. Donc, on suit un peu cette femme aussi sur cette route qui croise le chemin de cet homme-là, Guidry, qui appartient à la pègre. Et qui s'est retrouvé un peu malgré lui embarqué dans ce crime, alors, de manière un peu détournée. C'est plutôt bien amené d'ailleurs, hein, c'est en passant. Après, je fais un peu de ménage parce que du coup, j'étais sur d'autres sites en même temps, parce que je voulais être complet, et résultat, voilà, c'est pour ça que voilà. Donc, voilà, et donc il se retrouve sur cette route. Et il sait qu'il a un tueur en niche et que dans ce milieu-là, on n'est pas tellement. Et puis là, par rapport à l'ampleur que prend l'assassinat de Kennedy, d'abord, tuer un président, c'est pas quelque chose de fréquent, mais JFK, voilà, avait l'image de proposer quelque chose, une espèce de rêve américain, qui fait que en l'ayant tué, ça en fait un martyr et quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées et que le moindre témoin qui pourrait faire remonter quelqu'un à la surface va être descendu. Donc il sait que de toute façon son avenir est quand même très compliqué, mais il veut quand même vivre, il n'est pas débile. Donc, et il sait que voilà, quand on a un pro aux fesses qui vous loge une balle dans la tête, c'est de se faire oublier. Et il rencontre cette femme avec ses mômes et ce qu'il voit en plus qui est tout malade. Et il se dit, en même temps, là, il cherche un homme seul, il ne cherche pas une famille. Donc peut-être qu'il y aura peut-être moyen de. Puis il n'est pas bête, il est plutôt beau mec. Elle est un peu. Cette femme, elle est quand même
pas mal paumée, mais elle est pas faite non plus, hein. Mais elle est un peu paumée, elle a avec ses deux mots, mais elle se dit, je vais faire quoi, parce que ça s'arrange pas forcément super bien. Donc c'est un road movie qui est intéressant, mais que j'ai trouvé, ma foi, intéressant. Voilà, on va jusqu'au bout, c'est vrai, mais j'ai pas non plus couru pour le lire. Je l'ai lu en disant, ok, d'accord. Et après, so what? Et là, ben, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que le livre tient la route. L'auteur s'est écrit, alors, je sais pas, il y a plein de super critiques. Oui, il reconstitue une époque, il reconstitue tout un tas de choses. Euh, d'accord, mais sauf qu'un livre, un roman, il me faut un peu d'autre chose. Et là, c'est autre chose. Je trouve qu'il y a des trucs quand même qui sont quand même pas mal anticipés. Je sais pas. Là, honnêtement, là-dessus, je suis un petit peu. Je sais pas, il y a une critique, un road movie, un road trip noir, vibrant, atmosphérique. Ouais, ouais. Bon. Là, je suis un peu coincé parce que je me dis, c'est pas un mauvais livre, parce que l'histoire tient la route, les personnages sont intéressants, attendrissants parfois. Puis ça parle aussi de choses importantes, hein. Enfin, c'est un moment charnière des États-Unis, un moment important, mais c'est pas non plus une révolution. Donc, je sais pas trop comment si je vais en faire une chronique, parce que je crois que c'est long à faire, même vous commenter. Et puis l'intérêt, c'est quand même de vous faire lire le livre. Et là, je me dis, ça vous fait lâcher, c'est pas mal, hein. Donc, ça vous fait lâcher 20 balles pour quelque chose qui peut être. Alors, je me dis, je vais en parler un peu parce que je l'ai lu. Et même si j'ai pas forcément adoré, il y en a forcément qui vont aimer ça. Euh, ne serait-ce que par l'atmosphère que l'auteur arrive à retranscrire, donc qui est quand même lourd et intéressant. Mais c'est pas non plus le roman de l'année, quoi. En tout cas pour moi. Là encore, hein, ce n'est que mon ressenti. J'ai aucune idée de ce que vous allez vous après en tirer comme conséquence. Le deuxième roman dont je voudrais vous parler, donc, c'est Chambre 1002 de Christine Brouillet. Je vous ai déjà un petit peu parlé il y a 2 semaines, que le leader m'a envoyé. Une fois que j'ai lu, j'ai envoyé à l'auteur et à l'éditeur un petit peu mon ressenti. Je vais vous en parler maintenant parce que je pourrais d'abord leur en parler un peu avant. Hélène, chef Montréal, montréalaise mondiale connue, se rend à New York afin d'y recevoir un prestigieux prix culinaire. Sur le chemin du retour, la tragédie frappe. Elle est retrouvée inconsciente à la suite d'un accident brutal de voiture. Simple malchance ou acte de prémédité. Les enquêteurs travaillent à éclaircir les mystères, mais les pistes demeurent floues autour de cette femme apparemment sans ennemis. Hélène, plongée dans un coma profond, éveillée par ses amis les plus proches, qui, après plusieurs semaines passées sans observer de progrès, mettront en place une ingénieuse stratégie aromatique pour tenter de ramener à la vie celle qui était le pilier de leur groupe. Là, je suis un peu dubitatif parce que je pense que l'idée était très bonne, enfin, est très bonne d'ailleurs. Donc, Christine Brouillet, Chambre 2002 aux éditions Ramsay. Parce que je trouve que l'idée d'avoir j'aime bien moi mélanger, j'aime bien la nourriture, j'aime bien la gastronomie, j'aime bien les choses qui ont du goût et j'aime bien ce qui traite de ça d'ailleurs. Je trouve ça toujours super intéressant mon problème là, c'est que cette Hélène, quand ils en parlent un peu au départ, enfin, elle en parle un peu au départ, et après, tout le long, c'est quand même dans le coma, son histoire, comment il s'y est retrouvé, pourquoi. On sait assez vite qu'il a fait, hein, le sujet, c'est pas ça, parce que l'auteur nous donne assez vite, on comprend assez bien les contours et les muses, donc ses amis qui veillent sur cette femme, qui se disent, mais voilà, elle est dans le coma et elle peut ne pas se réveiller ou se réveiller. Et si elle se réveille, elle ne sera peut-être pas celle qui était avant. Comment on peut faire pour l'aider un maximum? Donc, elles mettent en place, chacune fait des cuisines, fait un plat très aromatique, très gustatif, qui fait appel au sens de cette cuisinière en pair.
de cette chef hors pair. Et donc l'idée est très bonne. Euh, Après, mon problème, il est multiple. C'est que, euh, vu qu'ils en parlent un petit peu, je trouve que du coup, elle, on n'a pas le temps de s'y attacher avant qu'elle tombe avant qu'elle ait cet accident. Donc ça, c'est un problème. Ouais. Parce que du coup, après, ils en parlent toujours un peu comme quelqu'un qui avait tellement de qualité, c'est juste qu'il ne marchait pas sur l'eau. Donc du coup, je me dis, mais c'était réel ou c'est juste qu'ils ont tous suivi la moquette. Donc c'est un peu ça mon problème. Après, bon, ça c'est une chose, mais ça c'est pas ce qui m'a le plus gêné. Mon problème c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Euh, pour moi trop. Je leur ai dit parce que du coup, vu qu'en plus l'auteur enfin, nous donne vraiment pas mal de détails sur chaque personnage, donc ses amis, les muses, mais pas que. Il y a des gens qui arrivent autour, donc il y a un hôpital, on découvre un homme, un clown, qui là, son métier, c'est d'essayer de donner un peu de bonheur aux enfants qui sont malades. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qui est pas mal. Et c'est, voilà. Puis après, on découvre aussi un ancien chef qui a perdu l'odorat et qui essaie de les retrouver, qui tout doucement les retrouve, qui se met avec quelqu'un enfin, qui s'associe avec quelqu'un qui fait du miel, qui lui-même a un accident, qui lui-même est intégré à l'hôpital, qui lui-même est entouré donc se retrouve un peu au milieu de ses muses et ses chefs. Tout le monde se connaît ou a entendu parler d'eux et il y a une espèce de groupe qui se forme. C'est intéressant, mais voilà, puis bon, il se passe d'autres choses, je ne veux pas tout vous dire parce que. Mais il y a un basculement qui se fait, qui est super intéressant d'ailleurs. Moi, c'est là où vraiment j'ai réussi à rentrer dans le livre. Mais je trouve qu'il est un peu tard et qu'il n'est peut-être pas utilisé de manière suffisamment péchue. Alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai pris l'habitude de lire des romans, peut-être qui sont ou des thrillers qui sont peut-être un peu plus punchy. Mais j'ai rien contre moi, au contraire, hein, quelque chose de plus délicat, de plus attendrissant, ça me pose aucun problème là-dessus. Mais force est de concevoir que, voilà, un grand nombre de personnages, très taillés par l'auteur, enfin, qui donne corps vraiment à ces personnages, mais du coup, on a tendance un peu à passer, plusieurs fois, à passer un peu à côté, ou du moins à oublier que c'est un thriller, quoi. Alors que c'est un thriller, enfin, c'est un polar. Elle est intervient dans le décor, on sait par qui, et on sait qu'elle risque quand même de se faire descendre. Donc, je trouve que parfois ça manque un peu. Ça manque un peu peut-être de tension. Alors, à côté de ça, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs super intéressants. Ouais, et voilà, on est tout le temps entouré d'arômes, des flux, il y a des recettes de cuisine qui sont super intéressantes. Ça donne à la bouche. Là-dessus, il y a pas de doute. Mais ouais, mais là, c'est que des romans qui associent odorat, senteur, ça a déjà été fait et plutôt bien par plusieurs, hein. Certains vont dire le parfum, mais je pourrais dire dans les banquets et d'autres encore qui sont très bien faits. Donc, associé l'odorat, il y a aussi alors, complètement différent. Il ne mange pas toujours de caviar, c'était un, un polar, un roman d'espionnage qui s'appelle Hier, où l'espion adorait la très bonne nourriture et il passe autant dans le roman à faire des repas gastronomiques avec des très bons vins. Donc voilà, des bouquins, des thrillers, des romans d'espionnage qui ont été faits, des romans historiques qui ont été faits avec qui mêlent l'odorat à l'histoire, ça a déjà été fait et bien fait. Donc, le problème, c'est que là, parfois, on oublie un peu, on met de côté que ce soit thriller. Non, c'est pas possible. Si vous s'en est un, on s'en est pas un. Alors là, du coup, peut-être que où il y a trop de personnages et du coup, c'est un peu noyé, l'histoire est un peu noyée dedans, ou la raison de l'association de ces personnages qui se rencontrent les uns avec les autres, qui s'associent pour plein de raisons, ben, du coup, est pas assez mis en avant.
Donc, voilà, j'en suis désolé, mais c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est un peu le deal que j'ai avec les auteurs qui ont la gentillesse de m'envoyer des romans, c'est que je leur dis, bah, si j'accroche pas. Alors, il se trouve que au départ, j'ai un peu ramé, vraiment. Je vous dis, au départ, parce que je trouvais justement elle en mettait, elle en mettait, elle en mettait, elle en mettait, elle en mettait. Et au final, quand il y a eu voilà, quelque chose qui arrivait en plus, hop, ça m'a pris. Et à la fin, tout tombe bien comme il faut. Donc c'est de ce côté-là, c'est plutôt bien réglé, c'est plutôt bien fait. C'est écrire un roman, c'est faire matcher les choses les unes avec les autres. Donc à la fin, c'est un peu de la dentelle. C'est vraiment des paf, 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 tout tombe d'équerre. Mais il y a quand même des passages qui sont ou trop longs ou pas forcément utiles à l'histoire. Voilà. Et ça, dans un roman, surtout des romans qui sont aussi précis que ça, où, voilà, on veut mêler nos sens autres que la vue ou oui, c'est important bah, l'odorat, c'est quelque chose de très particulier. Ne serait-ce que le goût, enfin voilà, il y a plein de trucs et qui sont super importants. Et là, je trouve que parfois il y a des passages, on zappe le thriller qui est le pivot de ce roman, qui devrait être en tout cas. Et parfois, mais il est quand même intéressant à lire. Il est intéressant parce que d'abord, c'est quand même très casse-gueule de faire ce genre de truc. Donc ça demande quand même des vraies connaissances. Et elle les a. Après, je pense que en relecture, il y a quelque chose, il y avait des choses à faire qui n'ont peut-être pas été faites ou pas comme il faut. Là encore, alors peut-être que c'est parce que je suis un mec, j'en sais rien. C'est pas mon avis, mais bon, après, là encore, c'est chacun vaut mieux à sa porte, chacun peut avoir ses propres opinions, et ma foi, c'est plutôt bien comme ça. Donc, voilà, Christine Brouillet, Chambre Mythe 2 aux éditions Ramsay. La dernière semaine, là, pareil, je vais à la librairie et je trouve pas de polar qui m'amuse, ou qui m'attire, donc ce qu'il y a, bah, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouveauté non plus, ou tout du moins pas qui m'attire. C'est un peu toujours pareil. Je le retrouve beaucoup vraiment là, c'est un vrai problème pour moi parce que l'excès de pare-bac, des gens découpent en deux, ou des membres découpés, ok, on est bipolaire, non, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier l'histoire. Et pour moi, voilà, quand on met autant de chair, autant de barbac, c'est que souvent, ou tout du moins, on décide de faire un peu moins, quoi. Et ça, c'est mais souvent arrivé quand même de constater quand je disais en disant, ok, dedans, il y a la moitié, c'est le barbac, l'autre moitié, c'est l'histoire. Ça ne peut pas être comme ça. Là encore, c'est que mon avis, mais je trouve qu'en ce moment, un moment, c'était un peu calmé, on avait remis des histoires très structurées, et là, on est reparti dans l'autre sens, on reprend du sang, de la chair, des machins, et l'histoire est un peu moins précise, un peu moins juste. Du coup, ça m'amuse moins. Donc, je me dis, bah écoute, t'aimes lire, hein, donc lis. Et donc, voilà, L'été meurt jeune de Mirko Sabatino. Été 1963. Dans un village des Pouilles. Primo, Mimo et Damiano, trois garçons de 12 ans, passent le temps, quand ils le peuvent, dans les ruelles écrasées de soleil de leur quartier. La vie n'est pas simple pour ses amis inséparables. Le père de Primo est mort. Celui de Mimo est à l'asile. Celui de Damiano interdit à sa femme de quitter la maison. Et lorsqu'ils quittent leur foyer, c'est pour se retrouver confrontés à une bande d'ados qui s'amusent à les tourmenter et à les humilier. Seulement, cet été-là, les trois garçons décident de ne plus se laisser faire, ni par ces imbéciles d'ados, ni par personne d'autre. Ils font un pacte de sang, mais ignorent alors qu'un terrible engrenage vient s'enclencher qui précipitera la fin de l'été de leur enfance. C'est un premier roman qui m'a impacté. Parce que frapper, c'est des mots que j'ai déjà utilisés. Et parce que moi, voilà, un peu vraiment bouleversant, écriture beauté, écriture à la beauté sauvage, poignant de d'amitié.
Je n'ai pas peut-être le lexique de ce type-là, mais je peux vous dire que c'est un sacré roman. C'est un sacré roman parce on est vraiment frappé par ces mômes qui, voilà, ils vivent, c'est des gens qui ont pas, c'est des familles qui ont pas de blé, qui vivent un peu comme ils peuvent et qui travaillent dur pour les parents et qui vivent avec pas grand-chose. Et avec et les mômes, bah, ce qu'ils ont, c'est leurs amitiés, c'est leur métier, ils ont rien d'autre. Et ils se font cogner dessus par d'autres, qui eux, par contre, ont plus de blé. Et puis un jour, c'est une branlée en trop, ils disent non, plus jamais, c'est terminé, il doit se passer quelque chose, quoi. Parce que on ne peut pas se faire débrouiller comme ça constamment, à un moment donné, bah, on a tous une limite, certains plus que d'autres, mais enfin, je pense qu'on a tous à un moment donné, on dit, bon, bah non, j'ai arrêté de courir, quoi. On arrête de courir, puis la première fois, on prend une droite, la deuxième fois, on prend une, et puis avant, on dit, bah non, j'arrête de reprendre, je vais en donner. Et là, ils sont arrivés à cette limite où ils veulent plus être victimes, ils veulent plus subir, mais plus subir de personne. Donc forcément, bah, il va se passer des choses parce que quand le bourreau devient une victime, il n'aime pas trop ça et surtout, ça enclenche des processus, pas seulement sur une personne. Quand quelqu'un a l'habitude de martyriser d'autres, en général, il martyrise beaucoup d'autres. Et quand les autres me disent, bah non, finalement, t'es pas Dieu, donc tu nous gonfles, pan. Forcément, celui qui surtout sur les niches, il aime pas trop ça. Et tout autour, il se passe des choses. Et là, chez ces enfants-là, bah, cet été-là, ils se rendent compte qu'il se passe beaucoup de choses dans leur village. Il y a pas que l'un qui se prend des culottés par l'autre. Il se passe des choses dans les églises, il se passe des choses dans les familles. Euh, et ça, ils s'en rendent compte, ils sont pas encore adultes, donc il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas encore, mais c'est plus les enfants, c'est les ados. S'ils ne comprennent pas, ils devinent, sans compter qu'ils ont des pulsions, des choses qui font que ça bouge pas mal à cet âge-là quand même. Donc ils ont des réactions qui font que bah, maintenant ils vont s'ils doivent prendre des bâtons ou des fourches, je sais pas, ils vont le faire. Et ils ont le fusil pour le faire. C'est pas des armoires à glace. Enfin, quand ils sont fous furieux, ils sont fous furieux. Donc, et c'est à chaque fois parce qu'ils ont subi quelque chose. Ils n'ont jamais anticipé, c'est jamais eux qui ont créé le problème. Mais l'injustice les rend dingues. Et quand ça touche des proches, voire des très proches, ça les rend vraiment dingues. Et là, le livre, c'est l'un d'entre eux qui revient 20 ans après et qui se remémore cet été-là. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce roman-là parce que il y a plein de choses. Il y a la nostalgie, il y a l'adolescence, il y a la rébellion, il y a le sens de l'honneur aussi. Hein, quand on fait des pactes de sang, quand on est môme, on y croit fort. C'est pas anodin. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, mais moi j'ai plein de moments de cette époque-là dont je me rappelle, des moments importants qui ont forcément eu des conséquences sur mes choix futurs et le fait qu'aujourd'hui je puisse vous parler de ce livre. Voilà. Alors bien sûr, tout ne se règle pas à l'adolescence, mais il y a quand même pas mal de choses qui se décident, des rencontres qui se font, qui font que vous évoluez d'une manière ou d'une autre. Le dernier roman que j'ai lu, alors là, quand je l'ai vu, j'étais super heureux parce que je ne me suis pas posé de questions. Sauveur et fils de Marie-Aude Muraille aux éditions École de loisirs, je pense que c'est ça. Ouais, Médium, École de loisirs. Alors, certains me diront, ah, c'est jeunesse. Il faut arrêter avec ça. Une fois pour toutes. C'est plusieurs fois que je le dis. Le fait qu'un auteur écrive, que les adolescents puissent le lire, voire des plus jeunes puissent le comprendre, ne veut pas dire que c'est que jeunesse. À un moment donné, il faut arrêter d'être bourrin. Et je suis poli parce que je suis un gentil garçon et que je suis sur le net et que j'y suis à vie. Donc, je ne vais pas être grossier. J'ai la joie d'être parent. Là, on est dans du pur
apprentissage. C'est un kiff. Moi, ça fait 2 ans qu'on l'avait pas vu. Et je l'ai retrouvé avec plaisir. J'ai retrouvé chaque personnage avec plaisir. Et tous. J'ai été. C'est pas des amis, c'est pas des potes parce qu'ils n'existent pas. Mais j'ai été super attendri par chacun d'entre eux. Et je me suis dit, oh, je suis content de les revoir. Parce que je serais pas déçu. Et force est de constater, oui, j'ai pas été déçu. Mieux, j'ai été agréablement surpris parce que je me dis, elle a encore réussi, quoi. Elle a encore réussi, Marion Muraille a encore réussi à me doper, à me mettre dans cette famille un peu bizarre, un peu chelou, mais qui est tellement réaliste, qui est vraiment tellement à notre époque, que bah, je me dis, c'est bon, quoi. Savez-vous que votre hamster est un animal de soutien émotionnel, que votre chien peut faire une dépression, que le ronron de votre chat vous sauvera peut-être la vie, et qu'un divorce risque de rendre muet votre perroquet du Gabon. Voilà ce que Sauveur découvre dans cette nouvelle saison, ce qui ne l'empêche pas de recevoir aussi dans son cabinet le psychologue clinicien Louane, qui a peur qu'une main sorte du trou du cabinet pour l'y entraîner, Frédéric, qui découvre que son père est Donald Trump, et Samuel, qui suit un stage pour apprendre à draguer. Bonne consultation tout le monde. Eh ben, je me suis éclaté. Pourquoi j'aime Sauveur et Fils? Parce que d'abord, l'idée de prendre un psychicien pour raconter les soucis que peuvent rencontrer beaucoup d'ados et des adultes, parce que dedans, il n'y a pas que des ados. Hein. Même parfois, il y a des très jeunes enfants, 3-4 ans. Hein, et elle parle absolument, enfin, jusqu'à maintenant, je crois qu'elle a pas abordé tous les sujets que j'avais pu entendre parler. Ça va de la pédophilie à l'anorexie, à la scarification, à l'alcoolisme, à la folie, il y a à peu près tout voilà, elle passe tout, mais avec des mots justes, des mots que je comprends, des mots qu'un adolescent peut comprendre. Et je sais, par expérience, parce que je sais de mon côté que j'ai des enfants, j'en ai un ou deux qui l'ont lu et qui ont ramené des gens à la lecture, en disant tiens, essaie ça, peut-être que tu vas aimer. Alors, je vais dire à ceux qui disent ouais, mais c'est littérature enfant, je fais pas. Alors, déjà, mettez ça dans votre tête. Si certains d'entre vous me font confiance, d'ailleurs, je les remercie. Il disait au moins la saison 1, Sauveur et Fils, oh, ça se trouve en poche, hein, avec un peu de chance. Hein. Je ne vais pas vous dire, je sais pas, ou pas, je sais pas, mais sinon, l'occasion, hein, vous vous débrouillez, je ne vais pas vous guider par la main. Essayez, ne serait-ce que d'abord, vous allez découvrir Sauveur et Fils, Sauveur et son fils Lazare. Et petit à petit, une famille qui se construit. Une famille, d'abord, lui, il est veuf, avec un jeune enfant. Et bah, les choses de la vie font qu'il est plus célibataire. Il y a une femme, Louise, qui a 2 gosses. Et mais en même temps, Sauveur, bah, il se laisse un peu manger par ses patients. Donc il récupère un môme Gabin dont la mère est internée. Il ne peut pas laisser le môme à la rue, donc il le récupère. Voilà. Puis il y a Jojo aussi. Il y a Jojo, le SDF, qui a survécu à la Légion, qui a survécu à 2 AVC, mais qui occupe le garage, je crois, si je me souviens, pendant que Gabin, lui, c'est les combles. Et tout le monde vit comme ça, c'est un peu le beans, mais ils s'arrivent, quoi, ils y arrivent. Et puis même quand ils sentent que il y a des choses qui vont moins bien, eh ben, ils se débrouillent. Ils font en sorte que ça fonctionne. Alors parfois, il se passe un truc. Je vous dirai pas quoi. Et ils font front. Et puis surtout, à aucun moment ils disent non, je vais arrêter, quoi. Non, même quand le drame survient, même quand quelque chose de dur arrive, ils disent bah, on va continuer, on va y aller, on va se battre. S'il faut partir en guerre, on partira en guerre. C'est des romans qu'il faut lire, ça. C'est des romans qui font du bien. Alors, oubliez Feel Good, hein, parce que Feel Good, c'est vraiment des trucs qui veulent
Je sais que c'est beaucoup utilisé pour pas mal de romans et d'ailleurs on pourrait, quand on s'allie, on pourrait dire que c'est feel good, hein, mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein, se sentir bien. C'est juste un roman intelligent qui traite de sujets qui sont parfois super graves, mais qu'elle adapte avec des mots qui permettent de comprendre, déjà des mots simples, pour expliquer parfois, c'est super difficile. Je dirais que c'est presque plus facile d'écrire compliqué que d'écrire simple. Avoir une écriture accessible à tout le monde sur des sujets complexes, c'est super dur. J'ai eu l'occasion une fois d'une conférence de rencontrer l'auteur, de poser quelques questions. Et j'ai lu plusieurs fois que, par exemple, Jojo, il y a eu un moment où elle voulait le faire disparaître de l'histoire. Et il y a un enfant qui dit: ah non, c'est mon personnage préféré. Pardon. Et elle l'a gardé. Et heureusement, parce que là, il existe. Là, grâce à lui, on a des cloches de Pâques. Et tout le monde est ravi. Donc je me dis, et les gars, découvrez cet univers. Parce que ça, c'est une série qui est intéressante, qui est passionnante. En plus, je vous invite à découvrir un peu Marion Muraille. D'abord, c'est un drôle de personnage. C'est une femme que moi je trouve haut en couleur. Et quand on regarde le nombre de romans, d'essais, de nouvelles qu'elle a écrits, c'est colossal. Ça, c'est la partie, a priori, élevée de l'iceberg, mais elle a un nombre de romans ahurissants. Je trouve elle est complètement sous-estimée. A priori, à l'école de loisirs, elle fait partie quand même des gros vendeurs, mais je me dis, parce que je parle beaucoup, donc du coup, j'arrête de boire un coup. C'est quand même effrayant que des auteurs de cette qualité-là ne soient pas placardés partout. Voilà. On nous saoule avec plein de trucs. Pardon. Et elle, on devrait l'avoir beaucoup plus souvent, que ce soit dans les émissions, que ce soit au lieu d'inviter des gens qui n'ont rien à dire et on dit des âneries, on devrait écouter ce qu'ont ces gens à dire et, et surtout proposer leurs livres partout. Je sais elle fait beaucoup d'écoles parce qu'il y a quand même des profs et d'enseignants qui se sont rendus compte que c'était utile. Donc, ils intéressent les mômes à ça. Et puis, ça permet aussi à certains enfants de pouvoir parler de certains problèmes parce que forcément, ils vont nécessairement s'identifier à certains des patients de sauveurs qui, eux, ont des problèmes. Je vous dis, elle est dans tous les. Enfin, voilà, elle s'autorise. Peut-être qu'elle fait. En tout cas, je sais qu'elle fait attention à ce qu'elle écrit, parce qu'elle sait qu'elle est lue par un panel de personnes je crois, de 7 à X années. Mais, dans tout ce que j'ai lu, je n'ai pas vu de sujet qui est tabou à aucun moment. Donc, je me dis, les gars, vous l'avez pas lu? Zou, allez, librairie, hop, on achète. Et après, on parle. Je vous invite vraiment, si un jour vous voulez qu'on parle de Marion Muraille et des 5 romans qu'elle a écrits sur ce là, nous soussaille. Moi, j'ai lu les 5, c'est pas un problème. Hein. Donc, on peut causer et on peut discuter, échanger, dire ouais, j'ai pas aimé. S'il y en a qui n'ont pas aimé, on peut en parler. Parce que franchement, c'est des super romans. Et je vous dis, c'est un traitement qui est bon pour la santé, quoi. Donc, ça ouvre un peu ça ouvre un peu les œillères et ça permet surtout de se rendre compte que lire, c'est pas simplement passer du bon temps, c'est aussi un peu s'instruire, c'est un peu se faire du bien, c'est un peu beaucoup de choses. Et ça c'est good. Et donc, je suis allé dans la librairie parce que je vais terminer mes bouquins. Et bon, j'ai commencé à lire un autre que j'avais déjà lu et relu. Et puis, je suis allé à la banque avec mon fils avec les enfants. Et là, ça n'arrive jamais, je suis tombé sur ces deux-là. Donc, j'étais super content parce que c'est deux romans que je voyais du coin de l'œil.
Donc, c'est le journal de la disparition, de ma disparition de Camilla Grébé aux éditions Kamal Lévy Noir. Je sais que je crois qu'elle en a envoyé quelques-uns. Mais bon, je sais pas, je me suis dit, ça va encore être super raide et tout. Donc, ça me gonfle un peu de mettre, de mettre pas mal dedans en me disant, si j'aime pas, l'avantage de la Brock, c'est que c'est des livres qui coûtent pas cher. Et puis, en même temps, je me disais, il peut être sympa. Donc, je me suis dit, écoute, vas-y, fais-toi plaisir et puis tu verras bien. Et alors, Détective du Yorkshire, attendez, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. J'en sens pas moins. Et alors, déjà, le premier. Il y a 8 ans, jeune malin, alors adolescent, a découvert à fillette enterrée dans la forêt de Hamberg une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenu un jeune flic ambitieuse, Malin est affecté par de Anne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren qui prennent de l'affaire, et Peter disparaît du jour au lendemain, et Anne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés. La nuit, sans le dire à personne, il récupère le journal que Anne a laissé tomber et se met à le lire, fasciné. Désormais, seul dans son enquête, Malin est appelé sur les lieux du tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte et tous ces faits étaient tragiquement liés. Là, je sais pas. Je sais pas. Là, je sais pas. Deuxième, euh, donc, Détective Yorkshire avec le crime, chez Chapman. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Pointcliff, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De ce côté, Delilah Metcalf, génie de l'informatique, au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontre amoureuse. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Qu'elle n'est pas surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met à jour une suite de morts suspectes dans la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre d'Elia. J'ai vu autrefois à la griffe, enfin, la librairie, plusieurs de ces titres-là. Et je me dis, bah, pourquoi pas? Why not? En même temps, c'est un nouveau roman et je me dis, ça peut être sympa. Et puis, vu que j'ai pas vraiment vu des choses qui me plaisaient à côté, je trouve ça plus sympa. En tout cas, voilà, écoutez, ben, je pense pas que ce week-end, j'aurai pas du tout le temps de faire des chroniques et de faire tout ce qu'il fallait comme il fallait. Donc, je vous invite à regarder ce que j'ai fait avant, ce que j'ai fait précédemment. Continuez à lire, à manger des chouquettes, à vous éclater comme des bêtes. Et puis, bah, si vous voulez aussi vous abonner, allez-y. Ça ne vous coûte pas une thune et ça vous permettra d'avancer et d'évoluer. À bientôt. Et puis, bonne lecture. Salut.